Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le webinaire 2025 de l'EIC Accélérateur. On va couvrir donc le Work Programme 2025. On est l'ensemble de l'équipe réunie, à l'exception de Christian Dubarry qui n'a pas pu malheureusement joindre à nous, donc les points de contact nationaux EIC Accélérateur. On est 6 personnes, il y a une nouvelle personne qui vient d'intégrer l'équipe, je vais tous les laisser se présenter, Emilio Carafélix. On reste à équivalent temps plein constant. Comparé à la situation précédente, il y a Christian et Gilles qui étaient à 40%, qui sont passés à 20%. Mais sinon, voilà, vous retrouvez l'équipe habituelle avec Emilio qui nous a rejoint. Donc, de mon côté, c'est Gorka Gorazureta. Je bosse au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 100% point de contact national et je m'occupe de la coordination de l'équipe. Je passe la parole à Carole, qu'elle puisse se présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Carole Miranda, je suis point de contact national IIC à Accélérateur et je suis également la chef du service Europe Innovation et Compétitivité à l'ANRT. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Jérôme Billet, donc effectivement PCN EIC Accélérateur et également délégué général de l'ASRC et de France Innovation. Bonjour, donc moi c'est Gilles Le Cogan, donc je suis également comme mes collègues point de contact IIC Accélérateur et je dirige chez BPI France l'activité EuroQuity. Finalement, bonjour à tous et toutes, et Emilio Carrera, partie de l'équipe de Gilles Cogen et Christian Dubarry, dans la direction d'affaires internationales européennes, et partie de l'équipe PCN et aussi en charge de la passerelle plugin pour l'AIC Accelerator côté BPI France. Donc voilà, vous avez fait le tour de l'équipe. Sachez que voilà, pour nous contacter, vous avez une adresse mail, vous avez notre page LinkedIn sur laquelle on communique, page LinkedIn qui est mutualisée avec le PCN EIC Pathfinder Transition et enfin la liste relais où je vous invite à vous abonner pour suivre les actualités. Je vais laisser la parole à Jérôme qui va commencer la présentation du webinaire. Oui, merci Gorka. Alors effectivement, ça se fait en plusieurs temps. Pour ceux qui connaissent déjà Horizon Europe et plus particulièrement le EIC Accélérateur, tout n'a pas brutalement changé, il y a de l'évolution. Donc l'idée c'est d'avoir un webinaire à deux niveaux. Ceux qui découvrent le EIC Accélérateur, soyez capable de repartir avec les informations nécessaires pour un dépôt éventuel. Et ceux qui connaissent déjà le EIC Accélérateur, qu'on puisse mettre aussi l'accent sur les nouveautés et donc les changements entre 2024 et 2025, puisqu'on rentre dans une nouvelle période de programmation et le programme de travail 2025 a été publié. Et donc le EIC Accélérateur se situe dans le cadre du programme communautaire Horizon Europe qui couvre la période 2021-2027, qui se structure avec différents piliers. Nous, on va traiter que du pilier 3, à savoir, et plus particulièrement le Conseil européen de l'innovation. Alors nous, on parle de EIC, c'est parce que c'est European Innovation Council, donc c'est la traduction. Donc nous, on va s'intéresser sur cette brique-là en rouge. Néanmoins, gardez à l'esprit que le pilier 2 reste un pilier très intéressant pour les entreprises, qu'on soit PME, start-up ou grand groupe. On est par contre dans une dynamique vraiment de projet collaboratif, alors que sur le pilier 3 et plus particulièrement le EIC Accélérateur, on est sur des projets monobénéficiaires. Et pilier 1, il y a aussi des opportunités, notamment sur tout ce qui est action Marie Curie, avec la mobilité des chercheurs. Et les entreprises ont aussi un rôle à jouer sur ces dispositifs-là. Alors, c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est-à-dire que ce programme communautaire qui couvre 2021-2027, il est doté de 95 milliards d'euros. Le pilier 1, c'est plutôt la recherche amont, mais encore une fois, une opportunité avec les actions Marie Curie. Pilier 2, c'est les projets collaboratifs dans les différentes thématiques qu'on appelle les clusters qui étaient présentes sur la slide précédente. Et le pilier 3, avec 10 milliards d'euros, c'est ce qu'on appelle l'Europe innovante et on y retrouve le EIC Accélérateur. Le pilier 2, c'est celui qui consacre aujourd'hui le plus de budget. On rentre dans le vif du sujet avec le Conseil européen de l'innovation. Alors, ça, depuis le lancement d'Horizon Europe, ces dispositifs-là, EIC Pathfinder, on appelle aussi éclaireur, transition et accélérateur existent. Il y a des changements et nous, on va s'intéresser plus particulièrement à l'EIC Accélérateur. Néanmoins, garder à l'esprit que Pathfinder et transition, ça s'adresse, c'est sur des niveaux de TRL qui sont beaucoup plus bas. Pathfinder, l'éclaireur, donc c'est des niveaux de TRL très bas, hein, puisque c'est des projets qui commencent à TRL 1-2, donc vraiment très amont, dont en règle générale le lead est assuré quand même par des organismes de recherche. Là aussi, c'est de la subvention avec des montants qui peuvent aller de 3 à 4 millions d'euros, tout dépend si on se positionne sur des appels à projets dits open ou challenge. Je ne rentre pas plus dans le détail, puisque ce n'est pas sur un webinaire EIC Pathfinder et Transition, et les termes Open et Challenge, on va les réemployer pour le EIC Accélérateur. Et le EIC Transition, ça s'adresse à sous certaines conditions,
c'est-à-dire il faut avoir été lauréat d'un EIC Pathfinder précédemment ou d'autres programmes européens. Et en fait, on cherche à valoriser, à faire gagner en maturité un projet, donc qui démarre typiquement 3-4 et on l'a fait amener jusqu'à 5-6. Et là, on est sur des appels dits open. Point très important, c'est présenté un peu comme un continuum. Alors intellectuellement, c'est un continuum. Néanmoins, on peut très bien candidater à l'EIC Accelerator sans avoir été lauréat de l'EIC Pathfinder et Transition. Et d'ailleurs, la très très grande majorité, je vais annoncer le chiffre de 99% qui on lui donne la valeur qu'on lui a donnée, des candidatures EIC Accelerator ne sont pas forcément passées par EIC Pathfinder ou EIC Transition. Donc c'est vraiment un continuum, mais c'est pas une obligation du tout de passer par Pathfinder ou Transition pour candidater à l'EIC Accelerator. L'EIC Accelerator, donc déjà une première nouveauté, c'est que on pouvait candidater à TRL 5 sous la mouture 2024. 2025, il faut impérativement avoir terminé le TRL 5 et donc on est en démarrage ou à minima de TRL 6. Et l'idée de l'EIC Accelerator, c'est d'être capable de financer des activités de R&D d'innovation et donc de scale-up de TRL 6 à minima jusqu'à TRL 8-9. Alors pourquoi on fait un 8-9? C'est que la subvention, puisque c'est un financement qui se fait en subvention et ou subvention et equity, donc intervention capital, jusqu'à TRL 8 inclut, ça peut être du financement en subvention. Par contre, au-delà des TRL 9, c'est forcément, au-delà de TRL 8, donc TRL 9, c'est forcément un financement qui peut provenir de l'equity. On a des appels à projets Open et Challenge. Open, il n'y a pas de risque de hors-sujet, puisque c'est ouvert à n'importe quelle thématique. Et Challenge, on va le voir un peu plus tard. Il y a ces différentes thématiques. En tout cas, bien entendu, si vous vous inscrivez dans une thématique, dans un challenge, on vous invite à candidater dans le challenge. Mais par contre, ça ne doit pas être l'élément déterminant pour se dire « je candidate ». Le format, c'est monodéposant. Donc, c'est une candidature d'une entreprise, c'est pas une logique de consortium, et donc il y a un seul bénéficiaire, et donc il n'y aura qu'un seul contrat, un contrat avec un seul bénéficiaire. Ça s'adresse à des startups, à des PME et à des grosses PME au sens des ETI de moins de 500 salariés maximum. Et le financement, je l'ai évoqué, donc c'est la subvention qui peut aller jusqu'à un taux de 70% et qui peut venir être complétée par de l'investissement. Autre nouveauté 2025, 2024, on pourrait aller jusqu'à 15 millions d'euros d'investissement demandé au fonds IIC, sachant que le fonds IIC n'a pas vocation à être le lead investor, donc il ne mettra pas plus de 50% du tour de table en question. La nouveauté, c'est pas 15 millions d'euros, c'est 10 millions d'euros, et on va vous expliquer pourquoi finalement on passe de 15 à 10. C'est tout simplement un nouveau dispositif qui va voir le jour en 2025. Ce qu'on appelle le EIC Accelerator Step Scale-Up. Avant d'en parler, sachez qu'il y a également l'EIC Pré-Accélérateur. Alors aujourd'hui, le programme de travail n'a pas été publié sur ce dispositif-là, donc on ne va pas vous en dire beaucoup plus. C'est doté d'un budget, vous voyez, qui est quand même assez limité puisqu'on parle de 20 millions d'euros. C'est open, c'est des niveaux TRL 4 à 5, 6. À nouveau monodéposant, donc PME Startup, subvention à 70%. Et les montants, ça ira de 300 à 500 000 euros. À noter que là, la spécificité, elle est quand même très importante pour le cadre des entreprises françaises, ces entreprises qui sont implantées en Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte et Saint-Martin, ce qu'on appelle dans les régions widening. Autre particularité, même si on peut bien entendu être un interlocuteur de premier niveau, sachez que c'est une de nos collègues qui s'appelle Solène Chevalier, qui est PCN Widening, qui sera amenée à interagir avec vous si jamais le IC Pré-Accélérator, une fois que le programme de travail sera publié, vous intéresse. Donc c'est avec elle que vous allez échanger. Et le EIC Accelerator Step Scale Up, on en parlera plus largement après, soyez rassurés, doté d'un budget de 300 millions d'euros. Il n'y a aucune contrainte en termes de TRL, mais on peut imaginer que ce sera des niveaux de TRL relativement élevés, plus avancés que sur le EIC Accelerator, et sur des tickets qui se font uniquement en investissement, qui iront de 10 à 30 millions d'euros. Donc on est vraiment sur une logique de scale-up. Gorka présentera ça plus en détail, puisque c'est quand même une nouveauté qui est loin d'être anodine dans le cadre du programme de travail EIC 2025. Le EIC Accelerator. Alors, le EIC Accelerator, il y a cette notion de financement, ça n'y coupe pas et elle est loin d'être inintéressante, bien entendu, puisque c'est la subvention qui peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros, qui n'est pas conditionnée à des fonds propres, qui peut venir s'associer avec de l'investissement qui peut aller de 500 000 euros à 10 millions d'euros.
Vous n'avez pas l'équivalent aujourd'hui au niveau national, donc c'est un dispositif qui s'inscrit parfaitement dans une continuité avec ce que les dispositifs nationaux proposent. Et en plus, cette notion de financement vient également se greffer des services d'accompagnement, ce qu'on appelle les Business Acceleration Services, c'est-à-dire une capacité à vous aider sur les salons internationaux, des réseaux d'investisseurs avec lesquels vous allez pouvoir être en contact, des contacts avec des grands comptes. Il existe régulièrement des journées organisées de rencontres avec des grands comptes et tout un volet également de coaching. Donc ça, c'est des éléments qui sont pas anodins non plus. Donc en plus, bien entendu, cette notion de financement. Éligibilité, entreprises et projets. Donc, très majoritairement, les entreprises qui candidatent sont des startups. On parle bien de deep tech, c'est un point sur lequel on va également revenir. Cette notion de 500 employés, si jamais vous avez des doutes sur la définition de PME, on vous a remis le lien ici vers le guide qui permet de déterminer si on est bien une PME. Lorsque notamment on a des investisseurs type corporate, il y a des critères à prendre en considération pour savoir si je suis encore dans la rubrique des PME. Et ça, c'est encore une fois la nouveauté, on insiste là-dessus, c'est bien à TRL 6 qu'on peut candidater avec l'ensemble des briques qui composent vraiment le cœur de votre solution qui doit être à TRL 6. On remet ici d'ailleurs des échelles de TRL génériques, alors celle de la DGA puisque historiquement l'échelle TRL provient du spatial et de la NASA. On remet également une autre source qui est celle de RACS, qui est celle de la commission. Et on a fait également, on a mis ici, on a profité une échelle un peu spécifique, notamment sur la partie biotech, biotech pharma, puisque on bascule des sciences de l'ingénieur aux sciences de la vie, donc il y a des correspondances qui existent. Donc vous l'aurez compris, ça c'est un changement très important, à tel point que si jamais vous avez été, par exemple, lauréat de la première étape de la short application, il faudra impérativement, lorsque vous avez candidaté à la full application, donc à l'étape 2, avoir atteint le TRL 6 pour être éligible et que votre dossier soit évalué. Ça a été dit, on parle bien de projet deep tech, on parle bien d'entreprise deep tech. Alors, quelques faisceaux d'indices. En règle générale, c'est des entreprises qui ont des liens très forts, qui sont directement issues de la recherche académique ou privée, mais relativement amont, qui utilisent déjà pas mal de sources de financement, que ce soit genre d'entreprise innovante, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, les bourses French Tech, émergence, l'aide de développement deep tech, ILAB, INNOB, ERC, IIC. Ça, ce sont des faisceaux d'indices. Bien entendu, il y aura toujours un cas un peu particulier, mais très majoritairement, ce sont des entreprises qui sont dans cette dynamique-là. Ce qui va être présenté au sein de l'EIC, c'est un projet d'entreprise, c'est-à-dire que par définition, ce projet est risqué, central et au bon moment. Pour le dire autrement, c'est compliqué parfois de vendre. Le projet numéro 24 parmi un portefeuille de 34 projets, ça c'est compliqué. Donc, on est vraiment sur, je me présente le projet cœur de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'incertitude importante également d'un point de vue technologie, en plus de l'incertitude qui est liée au scale-up. Et il faut bien prendre en considération cette notion de temps et se dire, est-ce que c'est le bon moment pour moi de candidater à l'EIC Accelerator? Et d'ailleurs, dans l'accompagnement du PCN EIC Accelerator, il y a cet élément qu'on revoit très régulièrement, savoir est-ce que c'est le bon timing pour moi? Est-ce que j'ai le bon projet, a priori, pour candidater? Est-ce que je réponds au canon de beauté? Et également, est-ce que c'est le bon timing pour moi en termes de candidature? Et bien entendu, l'idée de l'accompagnement de l'EIC Accelerator, aussi bien le volet financier que le volet Business Acceleration Services, c'est bien de vous accompagner sur l'accélération du déploiement. Et en règle générale, l'entreprise est dans une situation, elle a des besoins financiers très importants, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de cash à consommer. Faire du scale-up, ça coûte relativement cher, donc il n'est pas toujours. Les aides publiques arrivent un peu à essoufflement, ça revient c'est assez insuffisant. Et le financement privé a déjà été sollicité et on considère à un moment donné que c'est trop risqué ou trop important pour des investisseurs seuls pour la suite qui va être donnée à votre projet. Le financement EIC Accelerator, ça a déjà été dit, mais il y a du grand only, c'est-à-dire je demande que la subvention, ça c'est des cas très rarissimes. Le dispositif EIC Accelerator a été construit autour de cette notion de blended, à savoir un mix entre la subvention et une intervention capitale, et également une dimension equity only pour des cas qui ont été d'ailleurs élargis. Donc ça a été dit, je ne vais pas revenir là-dessus, 2,5 millions d'euros de subventions non conditionnées aux fonds propres, qui vont couvrir 70% de l'assiette des dépenses. Une particularité qui n'est pas 2025, mais qu'on vient de rappeler, parce qu'elle a vu le jour en 2024, c'est une notion de lump sum. Avant 2024, on était sur présentation des coûts réels.
des dépenses réelles. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que vous allez construire votre projet et votre budget. Et ensuite, lorsque vous basculez sur la partie contrat, on est sur une notion de lump sum, c'est-à-dire une dimension forfaitaire. Vous n'avez pas l'obligation de démontrer que vous avez réellement dépensé ce qui était prévu. Par contre, on est sur l'obligation, bien entendu, d'atteindre la temporalité en termes de work package pour pouvoir être financé sur les étapes de financement suivantes. L'investissement, ça va de 500 000 à 10 millions d'euros, ça a déjà été dit, mais je le rappelle. Et modalité, toutes les dépenses sont éligibles. Le fonds IAC n'a pas vocation à aller au-delà des 50% du tour de table en question et n'est pas lead investor du tour de table, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui fera la valorisation de l'entreprise au moment du tour de table en question. Donc, ça a déjà été dit, mais je réinsiste là-dessus. Il y a des appels à projets dits open, donc pas thématique, il n'y a pas de risque d'être hors sujet. Et il y a des thématiques qui changent, ça c'est une nouveauté, ça change tous les ans, ce qu'on appelle les challenges. Il y a une enveloppe budgétaire sur open et il y a des enveloppes budgétaires sur challenge. Lorsqu'il y a une sous-consommation d'une enveloppe, la sous-consommation va en règle générale revenir à open. Sur les challenges, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est des éléments qui sont accessibles d'ailleurs dans le Work Package avec des descriptifs plus détaillés que ce qu'on a mis ici. Néanmoins, retenez qu'il y a une ligne sur les matériaux, il y a une ligne sur des systèmes de production en matière alimentaire à plus faible énergie, il y a de l'IA générative, on a également des choses sur le spatial et puis également tout ce qui relève de la mobilité du futur. Donc ça, ce sont des thématiques, les thématiques dites challenge. Encore une fois, lorsque vous êtes dans le bon challenge, c'est merveilleux, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas l'élément fondamental qui doit conditionner votre candidature à l'EIC Accelerator, puisque au-delà de est-ce que je suis dans la thématique, c'est est-ce que je suis dans le scope avec les différents faisceaux d'indices qu'on a pu évoquer et qu'on va continuer à évoquer. Je l'ai déjà dit, mais encore une fois un rappel, si vous avez déjà candidaté et que vous avez été positivement évalué à l'étape 1, donc par exemple en 2024, ou même avant, mais en 2024, sachez que si vous candidatez à l'étape 2, il faut impérativement avoir terminé TRL 5, donc être à minima à TRL 6. Alors quand je parle beaucoup de TRL à minima, ça veut dire que vous pouvez très bien aussi candidater à TRL 7, hein, bien entendu. Le nucléaire, il y avait un peu une zone de flou un peu dans le passé. Là, c'est très clair. C'est désormais officiellement éligible. Il n'y a pas un challenge nucléaire, mais dorénavant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous pouvez être sur le nucléaire et candidater à l'EIC Accelerator. Et puis, autre point à noter, c'est les rapports d'évaluation, ce qu'on appelle les ESR. Il n'y a plus de transmission aux candidats entre l'étape 2 et l'interview. Avant, vous aviez un retour d'évaluation à l'étape 2. En règle générale, si vous étiez attendu à l'interview, c'est que vous avez eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir être retenu. Donc, ça avait une valeur ajoutée relative. Néanmoins, il y avait parfois quelques éléments qui pouvaient laisser penser qu'il y avait un petit point faible qui avait été décelé, qui pourrait très bien être repris par le jury lors de l'interview. Là, ce ne sera plus le cas. Vous n'aurez plus accès à ce rapport d'évaluation. Le processus de candidature, présentation du processus général de candidature à l'EIC Accelerator. Donc, il y a une première étape, ce qu'on appelle la short proposal, qui est ouverte en continu. Il n'y a pas de date de relève comme la full proposal. Néanmoins, il y a une nouveauté, c'est qu'avant, c'était vraiment, en gros, vous envoyez un dossier le 1er janvier. Grosso modo, le 1er janvier, votre dossier était distribué pour évaluation. Là, c'est un peu différent. Il y aura une relève une fois par mois, le premier mardi du mois à 10 h. Donc, c'est-à-dire que si vous avez le premier lundi du mois déposé, ça veut dire qu'il fera partie des dossiers qui seront diffusés pour évaluation. Donc là, ça change un peu, c'est-à-dire que potentiellement, il y a un mois de décalage par rapport à ce qu'on connaissait en 2024 et avant 2024. Le format, alors ça se passe, on vous a remis le lien, c'est sur le portail du participant Funding and Tender, c'est là-dessus, sur ce portail-là, que vous allez déposer les documents qui seront attendus. Et parmi les documents qui sont attendus, c'est un dossier de 12 pages maximum, c'est-à-dire que vous allez répondre à des questions. Il y a eu il y a eu une petite modification sur la notion de TRL qui a été greffée sur la version sur le template de ces 12 pages, mais sinon vous êtes sur le même dossier. Donc si vous avez déjà préparé votre dossier en 2024 en disant je vais candidater là prochainement, vous n'allez pas tout casser, vous allez repartir sur les mêmes bases très largement.
Et en annexe, mais alors, documents annexes qui ont quand même leur importance puisqu'ils font partie du processus d'évaluation et que les évaluateurs en sont forcément friands, c'est un pitch deck de 10 slides et c'est également une vidéo de 3 minutes. Quand on dit 3 minutes, c'est 3 minutes maximum. On vous a remis d'ailleurs un lien vers une ressource, c'est-à-dire qu'on a compilé certaines des vidéos de lauréats. Ça vous permet de voir le contenu et puis également le format qui a été retenu. Et puis après, une notion plus administrative avec la partie consent. Le temps de travail, parce que c'est la question qui arrive très souvent, ce qu'on a coutume de dire, c'est que pas simple de faire une moyenne ni une médiane, on parle de quelques jours à quelques semaines. Tout dépend du degré de maturité que vous avez pour être capable de répondre aux questions sur les 12 pages et est-ce que vous avez déjà des éléments en main pour être capable de produire aussi les documents annexes, pitch deck, vidéo, etc. Donc on parle de quelques jours à quelques semaines. Sur le processus d'évaluation, il y a eu un changement en 2024, on reste dans l'état, c'est-à-dire il faut impérativement 3 go sur 4 pour avoir le droit ensuite de candidater à la full proposal. Donc 3 go sur les 4 évaluateurs, ça c'est un impératif. L'évaluation, c'est sous 4 à 6 semaines après la date de relève. A priori, on n'aura pas de changement sur 2025. Et si vous avez un go, vous avez un accompagnement d'une durée de 24 heures qui est proposé, notamment sur la partie coaching. Alors ce coaching-là n'a pas vocation à rédiger pour vous la full proposal, ça n'a absolument rien à voir. C'est permettre de comprendre par exemple, si vous êtes sur la medtech, l'incidence sur du marquage CE, des choses comme ça, l'incidence sur la compréhension d'une filière donnée dans telle zone géographique en Europe. Voilà, ces éléments comme ça, par exemple, vous pouvez très bien questionner auprès du coach que vous aurez le plaisir de choisir. L'étape 2, donc, qui s'adresse uniquement à ceux qui auront été évalués positivement à l'issue de l'étape 1. Donc, 2 dates de relève, 12 mars et 1er octobre. 17h, il convient de rappeler l'heure parce que 17h, c'est 17h. Donc, à 17h01, le serveur est fermé et ça veut dire que si vous déposez le 12 mars à 17h01, votre dossier, dans les faits, il sera évalué avec les dossiers du 1er octobre. Donc, méfiance par rapport à l'heure et parfois aussi méfiance par rapport à la qualité du serveur, même si aujourd'hui les choses sont plutôt stabilisées. Donc, n'hésitez pas à uploader déjà vos documents largement en avance lorsque vous pouvez le faire. Là, on n'est pas sur un dossier de 12 pages, on est sur un dossier de 50 pages maxi. On est plus dans les codes classiques d'un business plan, même s'il y a une architecture qui est spécifique à l'EIC Accelerator, mais ça reste des contenus sur lesquels on a beaucoup de flexibilité puisque c'est un template qui convient de remplir. Là aussi, c'est de quelques semaines à quelques mois. Au-delà de ce dossier de 50 pages maximum, il y a un pitch deck qui n'est pas limité en nombre de slides, mais ça a une importance de savoir aussi que ce pitch deck doit être impérativement utilisé lors de l'étape 3, la partie interview, si jamais vous êtes retenu à l'issue de l'étape 2. C'est-à-dire que vous avez interdiction de modifier votre pitch deck. Donc, ça va être un pitch deck qui doit être très intelligent, suffisamment intelligent pour arriver à séduire les 3 évaluateurs qui vont pencher sur votre candidature, et suffisamment bien fait pour vous accompagner pendant les 10 minutes de pitch qui sont attendues à Bruxelles si jamais vous êtes revenu à l'étape 2. Donc, voilà, c'est un exercice qui n'est pas simple puisque c'est un pitch deck qui doit être suffisamment autoportant pour que quelqu'un qui le lise comprenne votre projet et trouve ça séduisant, et un pitch deck qui doit accompagner votre 10 minutes de pitch. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qui n'est pas simple, mais point important, c'est le même pitch deck. La vidéo de 3 minutes, en règle générale, c'est la même vidéo qui est uploadée. Il y a le budget détaillé de votre projet, format lump sum. Il y a le plan de financement et les besoins en equity qui sont aussi demandés, la déclaration sur la partie ownership, le plan de management de la donnée, les CV des personnes clés et, point très important, ça a été mis en rouge, tout ça est important, bien entendu, et nécessaire, mais la freedom to operate, c'est-à-dire c'est la liberté d'exploitation, une étude en matière de liberté d'exploitation. En général, ce n'est pas vous qui la faites, c'est un conseiller en propriété intellectuelle que vous mandatez pour le sujet. Et là aussi, ça prend un peu de temps de faire une bonne freedom to operate. Ce n'est pas un document d'une page en règle générale, donc il faut laisser du temps au temps. Donc il faut le prévoir en avance. Et les lettres d'intérêt, ça peut être des lettres d'intérêt d'investisseurs potentiels, ça peut être des lettres d'intérêt de clients potentiels, des gens de votre réseau, des fournisseurs, des partenaires, des distributeurs, que sais-je. Là aussi, ça prend un temps de collecter ces éléments-là et ce sont des éléments très déterminants parce que ça permet d'asseoir la légitimité par rapport à vos projections financières, par rapport à l'attraction de marché, etc. Donc ça, c'est des éléments déterminants. Donc là, 3 évaluateurs, et les 3 évaluateurs doivent vous mettre 9 go sur 9. Et si jamais il y a un évaluateur qui a été un peu moins séduit, eh bien là, il peut y avoir une étape de consensus
qui peut être entamé. Bien entendu, et ça c'est un retour d'expérience qu'on a de la part des candidats, quelle que soit l'issue de la full proposal, donc cette fameuse étape 2, il y a un effet très structurant, puisque parfois c'est se forcer à mettre sur le papier quelque chose qui paraît peut-être très clair dans la tête des dirigeants, de l'équipe dirigeante, mais une fois qu'on le met sur le papier, ça oblige à aller gratter parfois les irritants. Et l'étape 3, si jamais vous êtes retenu à l'issue de l'étape 2, eh bien c'est sur la période de 9 et 13 juin 2025, donc pour ceux qui auront candidaté au cut-off de 12 mars, dates qui sont provisoires, donc il faudra attendre la confirmation, et 19 et 23 janvier 2026 pour les candidats du cut-off du 1er octobre. Là, c'est à Bruxelles, on se déplace physiquement. Autre changement par rapport à 2024, dorénavant en 2025, ce sont les candidats qui devront régler et payer leur déplacement à Bruxelles. Alors la France, ça va, c'est le Thalys. Néanmoins, le logement, tout comme le Thalys, reste à votre charge. Qu'est-ce qui va se passer à Bruxelles? C'est 10 minutes de pitch et 35 minutes de questions-réponses avec les membres du jury. Membres du jury qui sont 5-6 et qui sont plutôt profil investisseurs. Pas que, mais c'est quand même la coloration clairement des jurys que vous aurez en face de vous à Bruxelles. Et là, le seul document qui vous allez vraiment exploiter le jour J, c'est le pitch deck qui doit rester inchangé par rapport à l'étape 2. Temps de travail, 2 à 3 semaines. On l'évoquera sur l'accompagnement qui est proposé par le PCNEIS Accelerator, cette partie de pitch deck, tout comme la partie full proposal, on va l'évoquer. Et puis, en règle générale, 3 semaines après cette période d'audition, 3 semaines à 4 semaines, vous serez informé si jamais vous êtes lauréat de l'EIC Accelerator. La vue globale du processus de candidature, vous voyez, c'est un dispositif quand même, comme il y a plusieurs étapes et qu'il y a d'attente entre les différentes étapes, qui s'inscrit dans une période relativement longue. C'est pour ça qu'on parle toujours de timing. Est-ce que c'est le bon moment pour candidater? À noter également, ça c'est un élément essentiel, c'est que après 3 échecs, quelle que soit l'étape, c'est-à-dire, admettons, je me plante une fois à l'étape 1, je me plante une fois à l'étape 2, et je me replante à l'étape 2, j'ai grillé mes 3 cartouches et là, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans l'impossibilité de recandidater sous Horizon Europe à l'EIC Accelerator. Donc, c'est pour ça qu'on parle bien, encore une fois, de timing. Est-ce que c'est le bon moment? Donc, c'est 3 échecs cumulés, quelle que soit l'étape. On a remis sur cette slide-là les différents délais. J'ai pu en évoquer quelques-uns avant. Mais globalement, le délai, par exemple, à retenir, étape 2, subvention, c'est 7 à 8 mois. Entre le moment où vous êtes annoncé comme lauréat et le moment où vous avez le préfinancement, qui grosso modo correspond à 50% de ce qui est prévu, donc c'est un préfinancement qui est relativement généreux, il faut compter 4 mois. Et le délai entre le moment où je suis lauréat et le moment où je suis face au fonds IAIC dans le tour de table qui est proposé, là, ça dépend vous-même de votre levée et des avancées que vous pouvez avoir avec le lead investor, puisque s'il n'y a pas de lead investor, le fonds IAIC, lui, ne bougera pas. Elle peut faire une due diligence en parallèle, mais néanmoins, il faut impérativement, pour finaliser le tour de table, que le lead investor soit identifié. Et il y a une notion de passerelle et plugin et fast track. C'est Gorka qui va l'évoquer dans quelques instants. Quand je dis quelques instants, c'est dès maintenant, puisque c'est Gorka qui prend la parole. Donc, je vais pas revenir en détail particulièrement sur un certain nombre d'éléments qui ont déjà été couverts. Mais voilà, sur l'étape 1, gardez en tête que il va y avoir sur ce système de relève qu'a expliqué Jérôme, ça a une importance particulière pour le prochain cut-off de mars, puisque l'EIC considère que les derniers dépôts en étape 1 permettant d'accéder en étape 2 seront le premier mardi de 2025, c'est-à-dire le 7 janvier. Ils sont pas sûrs d'être capables de donner les résultats pour ceux de février, donc vraiment anticiper et déposer pour le 7 janvier si vous comptez déposer en mars. Ensuite, point à garder en tête, ils ont changé la durée d'éligibilité des go en étape 1. Avant, par exemple, il fallait avoir reçu son go durant les 2 années écoulées. Là, il remonte à 2023. Donc, un candidat qui aurait eu un go en étape 1 en 2023 est toujours éligible pour une étape 2 en 2025. C'est une petite nouveauté à garder en tête. Slide suivante. Donc, on vous parlait des passerelles qui permettent d'accéder à l'étape 2. Voie classique, c'est de passer par l'étape 1. Il existe donc 2 passerelles, une au niveau qui passe propre à la France, qui est déployée dans chaque pays européen, qui s'appelle le plugin,
et il y a une passerelle européenne qui s'appelle le Fast Track. Donc, le plugin, il faut être nécessairement lauréat de un ou plusieurs des 4 dispositifs évoqués dessous, Bourse French Tech Emergence, aide au développement Deep Tech, iLab, iNov. Ce sont ces aides-là qui permettent d'être éligibles au plugin. Pour ceux qui ont déjà bénéficié d'un plugin aussi, ils ont une durée allongée de validité. Donc, les plugins 2023 sont éligibles pour un dépôt en 2025. Ça, c'était pour la partie plugin. Pour la partie Fast Track, donc c'est des instances européennes qui l'opèrent. Donc, il y a des choses internes à l'EIC, le EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accélérateur, Women Tech EU, et il y a EIC Pré-Accélérateur, ça a beau s'appeler EIC, ce sera Wildera, ça permettra de bénéficier d'un plugin, et les EIT, tous ne les ont pas déployés, les Fast Track, mais il y a la possibilité, enfin certains l'ont fait. Donc, tous ces éléments-là vous permettent d'accéder directement en étape 2. Si vous êtes par exemple lauréat d'une des 4 aides qui rendent éligible au plugin et vous n'avez jamais reçu de message de BPI France pour vous dire vous pouvez bénéficier du plugin. Il ne faut pas vous dire ah mais c'est à dire que je suis pas pertinent pour candidater à l'EIC Accélérateur. En fait, il y a des temporalités qui vont s'appliquer. On considère qu'un iLab, le niveau TRL d'un iLab, on va pas un iLab 2023-2024, on va pas recevoir une invitation pour aller à l'EIC Accélérateur dès 2025. Parce qu'en termes de temporalité, c'est pas forcément pertinent. Alors après, on a des cas particuliers, mais le cas standard, c'est ça. Où il peut y avoir des choses, par exemple, les pays regardent les fonds propres. Une société qui a des fonds propres négatifs ne va pas pouvoir bénéficier du plugin, mais pour autant, le accélérateur ne capte pas ses aides sur les fonds propres. Donc, ça vous êtes pas, vous êtes éligible à l'EIC, enfin, vous êtes éligible et potentiellement pertinent à l'EIC accélérateur. Par contre, pour le plugin, non. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas reçu cette invitation plugin ou même côté fast track au niveau européen que vous n'êtes pas éligible. Voilà, on le répète. Donc, les avantages du plugin et du fast track. Pas besoin de monter l'étape 1. Pas de risque comme on l'a dit, il y a un nombre limite de candidatures, donc vous vous exposez à chaque candidature à prendre un no-go. Là, les plugins et fast track, on va dire, c'est géré tambouille interne. Ça ne rentre pas dans les risques de prendre un no-go, même si il y avait un avis négatif qui était rendu. A priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait un avis négatif soit rendu, mais si jamais il y avait un cas de figure comme ça ne vous consomme pas l'un de vos jokers. Et vous accédez directement à l'étape 2, ça peut être intéressant. Par exemple, si vous, imaginons là, une société aurait loupé la possibilité de déposer le 7 janvier, ils veulent absolument déposer pour le cut-off du mois de mars. S'ils sont éligibles à un plugin, il est peut-être intéressant d'activer le plugin pour aller très rapidement déposer au mois de mars. Inconvénient du plugin, en fait, vous ne montez pas l'étape 2, enfin l'étape 1. Donc, c'est un avantage, mais aussi un inconvénient. Vous épargnez du temps, mais en fait, ce temps-là, vous allez devoir le passer sur l'étape 2, puisque l'étape 1, il y a beaucoup d'éléments qui sont repris dans l'étape 2. Donc, ça, on va dire qu'il y a une balance à trouver. Et ensuite, vous n'avez pas des retours d'évaluateurs. Le plugin, en gros, on va regarder si vous êtes pertinent et puis on va vous dire c'est bon, tampon et vous bénéficiez du plugin. Dans l'étape 1, vous avez 4 évaluateurs européens qui prennent votre dossier en main et qui vont faire des commentaires. Ça permet parfois d'ajuster le tir pour un dépôt en étape 2. Donc ça, vous vous en privez lorsque vous déposez en étape 1. Et peuvent bénéficier aussi, j'avais oublié d'en parler, mais plugin, par exemple, il ne faut pas déjà avoir candidaté à l'EIC accélérateur. Slide suivante. Donc, l'étape 2, il faut avoir nécessairement passé son étape 1. Jérôme a passé en revue la plupart des éléments, donc je vois pas forcément de choses. Voilà, il y a le consensus, il y a une petite évolution. Avant, c'était s'il y avait 2 évaluateurs qui mettaient des go à tous les critères, le troisième qui vous mettait entre 1 et plusieurs no-go, réunion de consensus, et qu'un accord ou pas soit trouvé. À moins que l'un des évaluateurs qui avait mis que des go change son avis en no-go, auquel cas vous n'arriviez pas aux euros. Les autres cas de figure, vous alliez aux euros. En 2025, ça ne doit pas être le cas. Il faut que le troisième évaluateur qui avait mis que des no-go change tous ses avis en go pour que vous soyez invité aux euros. Donc, il y a un changement. Il faut vraiment qu'un consensus soit atteint désormais. Ce n'est plus des voix discordantes qui peuvent toujours se côtoyer pour vous permettre d'accéder aux euros. Slide suivante. Donc, les euros, là, on vous en parlait, les frais à la charge des candidats, c'est une nouveauté. Vous avez le droit d'avoir 3 personnes maximum qui viennent pitcher. Donc, ça peut être des salariés de la société, des membres du board et ou des investisseurs.
C'est 3 salariés, 10 minutes de présentation, 35 minutes de questions-réponses et vous quittez la salle, le jury va décider immédiatement de la décision d'investissement. C'est sur un consensus, ils vont discuter entre eux. Il peut y avoir lors de votre oral des observateurs, ça peut être des gens par exemple de l'IC Board. Il devrait y en avoir aux euros de janvier pour les candidats d'octobre. Sinon, il peut y avoir des gens de l'IC Fund et ou des programme managers. Ces personnes-là peuvent poser des questions. Ce n'est pas le cas des observateurs. Et IC Fund Programme Manager peuvent poser des questions, mais ne prennent pas part à la délibération dans l'évaluation. Ils sont juste là pour challenger, potentiellement apporter leur éclairage d'un point de vue financier ou d'un point de vue scientifique pour le jury, mais ils ne décideront pas si vous êtes financé ou pas. Slide suivante. Donc maintenant, on arrive sur un petit peu des métriques de résultats. Donc la France, on a compilé sur 2021 d'ailleurs, il faudrait que je corrige, c'est pas juillet 2024, c'est donc octobre même novembre 2024. Donc on a 101 lauréats, la France est le premier pays bénéficiaire. On va dire on est assez content de cette performance, à même qu'une 20% de part captée du budget européen. Sur l'étape 1, voilà, on fait mieux que la moyenne. Il n'empêche que du fait du changement de passage à 3 go et non plus 2 comme sur les années précédentes, le taux de succès a baissé sur cette étape-là. Ce n'est plus une formalité à passer. Avant, on était sur des taux de succès aux alentours de 75% pour la France. Là, on est à 56%. Donc, on va dire ça, c'est plus quelque chose à entre guillemets bâcler ou pas traiter. En plus, avec le nombre limite de candidatures, il faut vraiment être très vigilant sur cette étape 1. Étape 2 et étape 3, on cumule parce que c'est séquencé dans le temps. On est en taux de succès de 12,4%. Donc, quand on entend des gens qui disent taux de succès inférieur à 5%, etc., non, on est sur des taux de succès bien supérieurs. Sur les performances françaises, on voit qu'on est largement supérieur aux moyennes européennes. Les tickets moyens aussi, quand on a ça vous donne une idée un petit peu des enveloppes financières qui sont demandées. On est sur des choses aux alentours de 8 millions côté français, européen 6,4. On n'est pas sur des projets à 2 millions d'euros qui viennent candidater à l'EIC Accélérateur. Il faut vraiment justifier de besoins financiers très très conséquents. Et vous avez le lien, on a mis le data hub, vous avez une carte interactive avec les lauréats français, les lauréats européens, comme ça vous pouvez retrouver un petit peu qui a été lauréat. Par exemple, quand vous candidatez, regardez si certains de vos concurrents n'ont pas été lauréats et voir un petit peu voilà, les projets, le type de financement, etc. qui peuvent être demandés. Slide suivante. Donc, quand on a des candidats qui viennent nous voir, donc et Jérôme vous l'évoquait précédemment, on a des faisceaux d'indices qu'on peut aller chercher pour affiner un petit peu cette analyse. On vous a compilé des éléments clés sur les sociétés, un petit peu l'âge moyen, donc 5,6 ans, âge médian 4 ans. Donc on voit c'est pas des sociétés toutes fraîchement créées, on va dire. Les employés, généralement on est sur une fenêtre 10 à 15 employés au minimum. Santé, on peut être inférieur parce qu'il y a beaucoup de sous-traitance. On voit des sociétés, je pense à Rest Therapeutics qui a été lauréat avec 4-5 employés. Mais voilà, c'est des choses à deux, c'est dur de justifier un besoin de financement de plusieurs dizaines 8-10 millions d'euros. Et avec toute la nécessité de structurer une équipe tout en menant le développement technologique, etc. C'est des choses à garder en tête. Après, on vous parlait de deep tech. On a plus de 57% des lauréats qui ont des liens avec l'enseignement supérieur et la recherche. C'est vraiment un nombre minimum. On en a certainement beaucoup plus. C'est juste qu'il n'y a pas de données consolidées facilement accessibles. Il y a un travail qui est actuellement en cours au niveau du ministère pour consolider ces données. Et on peut vous dire que voilà, plus de 50% d'entre eux ont des liens avec l'enseignement supérieur et la recherche. Plus de 50% d'entre eux ont déjà aussi mobilisé iLab, iNov. Ça vous montre qu'il y a une forme de continuum de financement et que ces aides nationales, un petit peu, c'est des choses à mobiliser avant d'aller considérer les aides européennes. Et les financements privés, on est à plus de 75% qui ont déjà fait une première levée de fonds. Ça peut être du site, ça peut être des séries A. On a des gens qui ont été déjà en série B avant de candidater à l'EIC Accélérateur. Donc, il n'y a pas de recette miracle, mais on voit que la plupart d'entre eux se sont déjà frottés au capital investissement avant de venir à l'EIC Accélérateur. Slide suivante. Donc là, on a plusieurs slides. Je ne vais pas passer en revue dessus. On voit qu'il y a beaucoup de lauréats santé. Slide suivante. Vous allez voir, il y a beaucoup. Il y a des logos d'entreprises. Comme ça, vous pouvez voir qui a déjà été soutenu. Slide suivante. Slide suivante. Voilà. Je vous invite à regarder ces différentes slides pour voir un petit peu les projets qui ont pu être soutenus.
à noter, voilà, le digital, il y en a assez peu. C'est pas forcément quelque chose qui est facilement défendable au sein de l'ICA Accélérateur parce que le niveau de risque qui est perçu est souvent inférieur au projet hardware, on va dire. Slide suivante. Donc maintenant, on arrive sur le nouvel appel EIC Accélérateur Step Scale Up. Donc déjà, vous avez vu le nom, c'est pas EIC Accélérateur Scale Up, c'est EIC Accélérateur Step. Qu'est-ce que c'est que Step? C'est une politique européenne, Strategic Technologies for Europe Platform. En gros, c'est le soutien à des innovations, à des secteurs qui sont considérés comme stratégiques pour l'Europe. Ça comprend donc technologie digitale et ce qu'ils appellent Deep Tech. En gros, derrière Deep Tech, c'est essentiellement du quantique, Clean and Resource Efficient Technologies et Biotechnology. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller sur le site qui a été mis en place par la Commission européenne STEP. Où vous avez des exemples de technologies qui ont été, derrière chacun de ces 3 domaines, il y a des types de techno. C'est une liste non exhaustive, mais ça permet de vous donner une idée du type de projet qui est soutenu. Donc STEP, ça a vocation, voilà, à soutenir l'indépendance européenne sur ces sujets-là. C'est pas propre à l'EIC. C'est une grande politique qui vient en fait labelliser un certain nombre de programmes. Donc au sein d'Horizon Europe, il y a l'EIC, il y a aussi des appels du cluster 4. Il y a le programme Innovation Fund que certains d'entre vous doivent connaître. Donc c'est pas une poche budgétaire nouvelle, c'est une politique qui vient en fait impacter des programmes. Il y a un PCN STEP qui a été mis en place. Il ne vient pas remplacer les PCN, par exemple EIC ou PCN Innovation Fund, quoi. En fait, il va venir centraliser l'information sur STEP. Donc là, on a établi le contact avec lui. On a un échange qui doit se prévoir assez prochainement pour voir comment on va travailler ensemble. Slide suivante. Donc EIC Accélérateur STEP, on l'évoquait au départ, c'est uniquement de l'investissement et ça vous donnera accès également au Business Acceleration Services. Investissement, on est entre 10 et 30 millions d'euros, sachant que l'EIC atteint un effet de levier de 3 à 5. Donc on est sur des levées de fonds, minimum 30 millions, je pense même qu'il faudrait considérer que ça va plus être du 50 millions d'euros. Donc on est plus sur des levées de fonds de scale-up et l'EIC Accélérateur va être sur un peu l'étage, la poche de financement en dessous en termes de structuration de société et le scale-up. Enfin, l'EIC Accélérateur Step Scale-up sera sur l'étage supérieur en termes de levée. Slide suivante. Donc, comment en fait on candidate à l'EIC Accélérateur Step? C'est un système en 2 étapes, dossier oral. C'est un système qui est assez, on va dire assez nouveau puisqu'il va y avoir 4 relèves par an normalement, voire plus. Enfin, c'est une minimum par trimestre. Ça devrait ouvrir le 26 novembre, c'est pas encore sûr et certain. Ça dépend de la mise en place de l'infrastructure informatique par l'agence européenne. Le 26 novembre, donc normalement, l'appel est en place. Il y aura donc sur le Founding Intenders un lien pour candidater. Il y aura accès aux templates. Pour l'instant, on n'a pas les templates non plus. Vous pourrez commencer à candidater. Et alors on ne sait pas exactement comment ils vont fonctionner. Si c'est un nombre limite de candidatures, si c'est un montant et une limite d'investissement quoi qui est demandé, il va y avoir un système de relève quand ce seuil est atteint. Et là, hop, ça enclenche l'étape suivante, l'interview. Il peut y avoir, s'il y a un cas urgent qui demande une levée de fonds, ça peut déclencher plutôt la relève. Donc, c'est un système un peu de premier arrivé, premier servi, sachant qu'ils veulent limiter la consommation du budget à 60% sur la première année. Donc, ça ne veut pas dire que potentiellement tout va disparaître sur la première relève. À garder en tête, c'est très important. Donc, il va falloir fournir dans le dossier de candidature une lettre d'engagement d'un investisseur. Alors, nouveau, on a des sons de cloche contradictoires. Ce n'est pas marqué dans le work programme, mais ça nous a été dit lors d'un webinaire que l'EIC a fait au PCN. Donc, potentiellement un nouvel investisseur, en tout cas un investisseur qualifié. Donc, c'est l'EIC a labellisé des investisseurs pour qu'ils soient considérés comme qualifiés. C'était le Trusted Investor Network. Vous allez avoir ces investisseurs-là, il faut qu'ils s'engagent à mettre à minima 20% de votre levée de fonds sur une lettre d'engagement non contraignante qui sera fournie par l'EIC et qu'il faudra remplir. Ce dossier-là, cette lettre-là, il faut la joindre obligatoirement au dossier. Le dossier est déposé, il est évalué sur 2 volets. L'EIC fait la partie dossier en lui-même et pertinence pour STEP. L'EIC Fund fait la partie qui concerne l'investissement. Sous 2 semaines après la relève, vous recevez en gros le résultat, oui ou non, vous êtes aux euros. Les euros arrivent. Donc,
Si la relève a lieu le 25 février, les oraux devraient avoir lieu entre le 7 et le 11 avril. Normalement, ce sera en visio, c'est pas encore confirmé, on ne sait pas sous quel format exactement, si c'est juste en fait un pur échange, si c'est comme le ISA Accelerator 10 minutes de pitch, 35 minutes de questions-réponses, ça on est dans le flou. C'est pour ça que les cases sont mises en jaune. A priori, c'est toujours le pitch deck de l'étape précédente qui sera utilisé. En face de vous, 6 personnes discutent, débat, et suite à cela, vous êtes financé ou vous n'êtes pas financé par le ICA Accelerator Step Scale Up. Slide suivante. Donc là, on vous a mis cette slide-là pour que vous ayez une vue globale. Là, les délais sont censés être beaucoup plus rapides que sur le ICA Accelerator. À partir du moment où la relève intervient, sous 4 à 6 semaines, le IC est censé être prêt à engager la due deal et à potentiellement investir sur votre levée de fonds qui était envisagée avec l'intervention de l'EIC, donc cet effet levier de 3 à 5. Et a priori, il n'y aura pas de limite du nombre de candidatures. C'est pas encore, c'est ce qui nous a été dit. Est-ce qu'ils vont changer d'avis dans les prochaines années? Mais c'est en tout cas ce qui est prévu pour le moment. Slide suivante. Donc maintenant, on arrive sur le PCN. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on l'a évoqué rapidement déjà. N'hésitez pas à nous solliciter avant de vous lancer dans le ISA Accelerator. C'est un dispositif, ou même le ISA Accelerator Step. Ce sont des dispositifs qui peuvent être très attrayants. Il n'empêche que tout le monde n'est pas dans les standards de beauté qui permettent de candidater à l'EIC Accelerator. Donc, on peut vous aider un petit peu à diagnostiquer le projet et parfois on vous dira qu'on vous déconseille d'y aller. Alors parfois c'est tout court de ne pas y aller, parfois c'est juste une histoire de timing. Si on vous donne ces conseils-là, c'est pour que vous ne perdiez pas votre temps dans un cas ou vous ne perdiez pas l'un de vos jokers dans l'autre. Ensuite, sur l'accompagnement, on peut répondre à vos questions, mais on ne va pas faire du montage de dossier, on n'est pas une équipe de consultants. 2,6 équivalents temps plein pour accompagner l'ensemble des candidats français, on sera un petit peu léger. Donc on va répondre juste à vos questions, aux problèmes qui peuvent se poser. En termes de préparation, si vous le souhaitez, on met en place des ateliers de relecture avec les EN régionaux, c'est eux à la manœuvre, ça dépend des régions. Typiquement, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et Grand Est sont les régions qui ont mis en place des choses. Pour les autres, ça viendra peut-être dans le futur. Les oraux blancs, c'est organisé par le PCN. Et là, les EN sont avec nous. On propose à l'ensemble des candidats, on en a fait plus de 140 à date. Une fois que vous êtes lauréat, on peut vous accompagner, répondre à vos questions, vous aider dans les relations avec le lycée. On a un groupe LinkedIn pour les lauréats pour qu'ils puissent s'entraider également. Voilà un petit peu l'accompagnement PCN. Slide suivante. Des aides financières au montage, il en existe une au niveau national, le Diag Europe de BPI France, que vous pouvez mobiliser pour avoir le montage de votre étape 2 qui est couvert par des consultants référencés. Dans d'autres régions, il y a d'autres dispositifs. Certains sont compatibles avec le Diag Europe de BPI France. On vous a mis les liens vers les pages internet de ces appels. Si vous avez des questions plus spécifiques dessus, vous pouvez nous contacter. Slide suivante. Et on arrive à la session donc de questions-réponses. Merci Gorka. Alors juste a priori, il y a une coquille qui s'est glissée dans les slides concernant le slide concernant le plugin. Ouais. En fait, le programme qui est certifié, c'est French Tech Seed sur la partie obligations convertibles, FTC OC et non pas French Tech, la bourse French Tech Émergence. On a une coquille qui s'est glissée, donc on modifiera le support, bien entendu, dans le support qui vous sera envoyé. On fera cette modification. Ça peut avoir une incidence pour vous, bien entendu. Alors, on va attaquer les premières questions. Est-ce qu'une filiale est éligible à l'IIC? Filiale de... Enfin, quelle configuration? Parce que si vous êtes une filiale d'un grand groupe, si le grand groupe détient plus de 25%, potentiellement, vous n'avez pas le statut PME. Si c'est une filiale d'une startup, bon, voilà, ça peut être... On n'a pas les éléments. Alors, pour ce que disait Gorka, de toute manière, quand vous êtes une filiale, il faut consolider pour savoir quelle est votre taille. Sur le principe, rien ne vous interdit, si vous êtes une filiale d'une PME, bon, bah ok, sur le principe, vous restez une PME, donc vous êtes éligible. Par contre, si la maman ou le papa de la filiale, c'est quelque chose de beaucoup plus important, bah, de fait, vous consolidez et là, il faut respecter la notion de PME, PME ou ETI, moins de 500 salariés. Et d'autre part, se posera la question, si jamais, sur la partie investissement, un investisseur a volonté à investir dans la filiale ou dans le groupe d'appartenance.
Voilà, donc il y a ces éléments qui sont à prendre en considération, cette notion de est-ce que je suis éligible et est-ce que c'est la filiale véritablement dans laquelle il y aura des fonds qui devront être investis. Peut-on proposer un deuxième projet si on a déjà bénéficié d'un financement EIC Accelerator sur un autre projet? Alors, l'EIC a changé ses règles, disant, enfin, c'était dans une slide, on avait mis une petite ligne verte déjà lauréat et selon le niveau, si vous êtes lauréat, enfin, vous pouvez candidater, oui, théoriquement possible. Il y a des règles en fonction de si vous êtes, si le projet est terminé ou pas, vous êtes éligible à certains financements ou pas. Donc, en théorie, oui. Après, ça peut être difficile à défendre. On va dire qu'il y a déjà pas mal de boîtes qui demandent le l'EIC. Pourquoi vous en rebénéficierez? Après, on a un cas, CoreWave, qui avait bénéficié de l'EIC Accelerator Pilote, qui est lauréat de l'EIC Accelerator version actuelle, en equity only. Ce serait presque peut-être plutôt aller chercher vers STEP, si vous rentrez dans les critères STEP et que la levée de fonds pourrait correspondre. Mais après, en théorie, c'est possible, mais difficile à défendre. Comment procéder pour solliciter le plugin quand on est lauréat d'un des dispositifs? Peut-être une question pour Emilio. Merci pour la question. Il faut que l'entreprise nous contacte directement. L'email est AIC Plugin, on va l'ajouter aussi dans la présentation, aicplugin@bpifrance.fr. Et si vous n'avez pas été contacté par chez nous, c'est par deux possibilités. La première, votre projet est très ancien ou vous venez d'être lauréat et donc vous n'avez pas été inclus dans la cohorte de cette année qui était évaluée en décembre 2023. On va étudier votre candidature parce qu'on a des candidats qui viennent de sortir de la dernière élève de ILA Vignov. Donc, c'est fortement probable. Deuxième point, c'est que si votre projet a été finalisé il y a plus de 2 ans et n'est plus éligible pour le plugin, car dans la certification de la commission, ce délai est imposé. Merci Emilio. Comment expliquez-vous la rapidité des délais de l'EIC Step Accelerator Scale-up? Bon, là, on est sur des choses très théoriques encore, on va dire. On verra sur la mise en œuvre. Ça, c'est ce qu'ils annoncent dans leur programme, etc. On verra. Et de toute façon, ça dépendra aussi de vous, puisque l'EIC va peut-être faire sa due deal et après dira on est prêt à intervenir. Après, à vous de trouver la levée de fonds globale. Et donc, ça peut, ça veut pas dire que dans sous tel délai, vous allez avoir l'argent chez vous. Ouais, peut-être Gorka et Jérôme, juste un point là-dessus. Je suis pas sûre de bien avoir compris la question et peut-être juste un mot. L'idée quand même derrière STEP, hein, c'est comment fait-on pour que des technologies stratégiques ne quittent pas l'Europe et ne bénéficient pas très rapidement de financements, par exemple américains ou asiatiques, je le fais en raccourci, plutôt américains. Et donc c'est pour ça que dans la théorie, l'Europe essaie d'avoir une procédure d'investissement très rapide pour que justement les technologies qui permettent une forme d'autonomie stratégique restent vraiment sur notre continent. C'est ça derrière la logique. Après, comme l'a justement dit Gorka, on verra dans la pratique. Peut-être revenir sur les conditions d'entrée dans le programme STEP qui pourrait expliquer un traitement sous 4 semaines. Alors encore une fois, ce traitement de 4 semaines, il est purement théorique et annoncé par la Commission européenne. On l'a vu dans le passé, il y a des délais qui étaient annoncés pour le EIC Accelerator. Dans les faits, l'histoire était un peu différente et on avait des délais qui étaient un peu plus longs. Là, en fait, on est quand même sur un dispositif qui est nouveau, donc il y aura une différence majeure entre ce qui est prévu et ce qui va vraiment se passer. Et sur les conditions d'entrée, elles sont relativement souples. En fait, on est face à des entreprises qui sont scale-up, c'est grosso modo de la série B ou de la très grosse série A, on parle comme on veut, et qui rentrent dans les thématiques qui sont indiquées par STEP. Alors les thématiques indiquées par STEP, finalement, elles sont discriminantes, mais pas trop quand on ira de plus près. Donc ça laisse quand même le champ libre à pas mal d'entreprises pour pouvoir candidater. Mais vous l'avez compris, il y a un budget qui a un effet qui est très limité. Donc, in fine, il y aura un nombre de lauréats EIC Accelerator STEP qui sera lui aussi limité. Pour compléter ton intervention, Jérôme, la vision de la Commission sont de lever d'un tour total d'entre 50 et 150 millions pour les candidats qui vont déposer les STEP. Donc, il faut rentrer dans ces logiques-là. Comme on dit, c'est une grande série A pour un type de technologie qu'on connaît, ou une série B.
et qui rentrent dans cette scope. Merci. Le PCN, alors, je ne sais pas si le PCN STEP fait-il partie de votre équipe de PCN ou est-il, elle, déjà connue? Oui, alors sur la slide, enfin, elle est pas dans l'équipe, la personne, elle est connue. J'avais marqué le nom sur la slide. La personne est au SGAE et en fait, vu que le STEP étant transverse, couvrant des choses dans Horizon Europe, couvrant des choses dans l'Innovation Fund, couvrant des choses dans European Defence Fund ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a 11 programmes. En fait, donc la personne, elle va pas être, elle est pas rattachée au ministère. Nous, c'est équipe des PCN Horizon Europe et elle est à côté et elle vient, enfin, entre guillemets, nous, on a établi le lien de manière à ce qu'on puisse coordonner les actions et travailler ensemble. Mais sur le principe, quand vous candidatez à l'EIC Accelerator STEP, votre point de contact restera le PCN EIC Accelerator. Confirmez-vous que les interviews pour les sélectionner suite à la relève STEP 2 d'octobre 2024 seront à Bruxelles aux frais des candidats? Alors là, je sais, pour ceux de dépôt d'octobre, j'aurais tendance à dire que non, parce que c'est sur le Work Programme de 2024 et le Work Programme de 2024 prévoyait une prise en charge. Donc, a priori, prise en charge. Y a-t-il une limite d'âge pour le ou les déposants? Alors, je ne sais pas si on parle de limite d'âge d'entreprise ou vraiment limite d'âge des personnes qui déposent. Sur le principe, il n'y a pas de limite d'âge, aussi bien entreprise que déposant. Après, dans le passé, des entreprises qui étaient quand même relativement matures, qui avaient quand même un projet grosse techno, etc., ont pu être financées, mais on s'aperçoit que c'était pas si simple que ça. Donc, on est quand même sur des profils plutôt start-up aujourd'hui, sur toute la série sur les 100 lauréats EIC Accelerator, on est quand même sur des entreprises relativement jeunes. Donc, je sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, on n'a pas fait l'exercice sur l'âge, même si Gorka a mis là aussi des faisceaux d'indices, mais on est quand même sur des entreprises qui ont moins 5-6 ans, quoi, voilà. Après, il y a moins, bien entendu, il y a plus. Mais... Oui, parce que l'idée derrière, Jérôme l'a pas dit, mais il le dit souvent, il y a une forme de dynamique, croissance dynamique de l'entreprise est assez rapide. Donc, si vous avez 10 ans d'existence, que vous êtes toujours, je la fais un raccourci à 10, et que d'un seul coup, vous racontez une histoire en expliquant que vous allez devenir 40 dans 2 ans, pas forcément très crédible. Donc, il y a quand même cette courbe de croissance qu'il faut vraiment avoir en tête et assez rapide. Voilà. Pouvons-nous avoir accès à des dossiers de full application qui sont lauréats de l'EIC Accelerator de la même manière que les exemples de vidéos? Eh bien, non. Non, parce que c'est confidentiel, c'est le business plan des boîtes, et on peut pas, même si nous, à un moment donné, on y a eu accès dans le cadre des ateliers de relecture ou même préparation au pitch blanc, c'est des éléments qui sont très confidentiels. Donc non, ce qu'on vous invite à faire, les startups deep tech, quand même, c'est un nombre limité d'entreprises qui en général se connaissent. Ben, vous prenez la liste des lauréats français, qui est publique pour le coup, hein, des liens sont à disposition. Puis vous voyez ceux que vous connaissez et puis gentiment vous leur demandez si vous pouvez avoir accès à leur dossier. C'est le seul conseil qu'on peut vous donner. Nous, on a interdiction, bien entendu, de donner ces éléments-là puisque c'est très confidentiel. Désolé. Alors, est-ce que vous pouvez préciser pour l'EIC STEP à quoi correspond le périmètre qui doit être couvert par un investisseur éligible? 20% de la demande de soutien ou 20% du projet global? 20% de la levée de fonds où interviendrait l'EIC. Pour moi, C'est-à-dire, de ces 50 aux 150, il faut que l'investisseur récupère au moins entre 10 et 30 millions par rapport à cette fourchette. Supposons que notre levée de fonds soit closée en avril 2025, est-ce conciliable avec un EIC en termes de planning? A priori, non. Non, parce que, à moins que vous ayez déjà passé, mais non, dans les faits, première date de relève sur la full proposal, admettons que vous passez très rapidement la short application, la full proposal, c'est mars, temps d'évaluation, ensuite vous passez sur l'interview, bah, vous aurez déjà finalisé votre levée de fonds a priori, donc non, ça ne semble pas forcément matché. par rapport à la, enfin, tout dépend, mais là, si vous êtes en train de poser votre levée de fonds, c'est que vous avez presque, pour ainsi dire, pas besoin de l'EIC, vous êtes en train d'y arriver. Peut-être que pour la suite, vous en aurez besoin et il faudra aller chercher l'EIC, mais là, a priori, si vous êtes confiant sur le mois d'avril que vous l'avez,
c'est peut-être que vous n'avez pas besoin de l'EIC, enfin, en tout cas pas à cet instant. Alors, nous avons déposé l'IIC Accelerator plusieurs fois, 2021 jusqu'à l'interview, retoqué, redépôt en step 2 en 2022, retoqué en step 2, nouveau redépôt en step 2 en 2023 jusqu'à l'interview, retoqué. Pouvons-nous redéposer en étape 4 ou devons-nous repartir de la short? Alors là, j'ai pas toutes les vu que c'était à l'oral, j'ai pas toutes les dates qui étaient indiquées. Peut-être que Jérôme, toi, tu pourras vu tel message écrit. On vous répondra en parallèle, parce que là, il faut que je le vois aussi. Normalement, les compteurs ont été remis à 0 en 2024, même s'ils étaient en cooldown. Mais je me demande s'il n'y a pas eu un cooldown pour le coup, ce qui obligerait à repartir en short. Voilà, on étudiera ça. Je ne vais pas faire la réponse en direct, je pourrais dire une ânerie, donc j'ai pas envie de le faire. Donc, reprenez contact avec l'adresse générique PCN et on vous dira ce qu'il en est. Pour l'IIC STEP, l'évaluation porte-t-elle autant sur le projet comme l'accélérateur normal ou portera-t-elle autant, voire plus, sur l'entreprise elle-même vu le niveau d'investissement? Alors, point important, c'est au niveau entreprise et l'EIC Accelerator, même normal, vous présentez un projet effectivement qui fait l'objet de la subvention, qui a une durée 24 mois, etc. Mais néanmoins, quand vous êtes sur la partie blended, donc vous demandez de la subvention et de l'intervention capitale, c'est une vision d'ensemble de l'entreprise qui est faite. Et la due diligence, c'est sur l'entreprise, c'est pas sur le projet en question. Et en règle générale, le projet en question, c'est l'entreprise. Donc il n'y a pas de différence fondamentale sur le périmètre de ce qui est apparenté l'EIC Accelerator versus l'EIC Step. C'est juste qu'on n'est pas sur le même niveau de maturité et qu'on n'est pas sur les mêmes tickets recherchés, selon moi. Oui, je pense que, pardon, excuse-moi Jérôme, juste un petit mot. J'ai coutume de dire que l'IIC ne finance pas des projets d'innovation, mais des innovateurs. Et je trouve qu'avec cette phrase, il y a tous les mots. Voilà. Merci. Y a-t-il des contraintes d'origine sur les investisseurs? Il peut y en avoir. Tout dépend les thématiques. Donc, si vous l'avez vu il y a les appels open. Enfin, si on parle sur l'EIC accélérateur normal, donc il y a volet open et il y a les challenges. Derrière les challenges, il y en a deux où j'avais marqué voir slide sécurité économique. C'est des sujets considérés comme d'importance plus cruciale pour l'Europe, c'est le spatial et l'IA. Même si vous candidatez en open et que vous êtes dans le sujet spatial et IA, ce fera aussi l'objet des règles de sécurité économique. Et là, effectivement, le fait qu'il y ait des investisseurs étrangers qui puissent intervenir, ou même des investisseurs, enfin des personnes qui détiennent des fonds chez vous, qui sont des fonds étrangers, ça peut poser problème. Et sur l'EIC Accélérateur STEP, on va voir dans la mise en œuvre s'il y a des choses. Après, sur les voies normales, on a des lauréats EIC Accélérateur qui ont déjà eu des fonds d'investissement japonais, américains, qataris ou quoi. Mais voilà, il peut y avoir sur certains sujets des contraintes particulières et je pense que dans STEP, elles seront assez fortes du fait de la philosophie du programme. Est-ce que le projet peut être une amélioration d'un produit avec ajout de nouvelles fonctionnalités, par exemple, ou bien visant à développer de nouveaux modules d'un produit existant pour accéder à de nouveaux marchés? Très dur à défendre parce que ça va être considéré, l'EIC va dire non, financer innovation de rupture, donc votre produit principal est déjà fait, pour ajouter des fonctionnalités, c'est de l'incrémental sur une innovation qui était peut-être disruptive, on ne finance pas l'incrémental. Ça risque d'être la logique. Après, c'est au cas par cas, mais le risque, c'est ça. Il y a une question qui est revenue là. Effectivement, les slides, le support va vous être envoyé dans la journée, ainsi que le lien vers le replay. Point. Ça n'a pas été précisé, donc point introductif. Dans le cadre de STEP, les conditions et processus d'investissement seront-ils comparables à ceux de l'agence de l'EIC Accelerator, pardon, je n'avais pas vu. KYC, contenu de la term sheet, rôle de l'EIB, etc. Alors, difficile de répondre à ce stade-là, mais on peut imaginer que ça sera la même musique. Hein. Il n'y a pas de raison que ce soit une musique très différente. Il y a un rôle d'investisseur, il y a un renforcement de la due diligence. Pour nous, on ne sait pas encore réellement à quelle sauce les candidats et lauréats vont être mangés, mais néanmoins, notre avis, c'est que ça sera guère différent de ce qu'on se connaît sur le EIC Accelerator. Donc, tous les éléments que vous indiquez, vous ne pourrez pas forcément y couper. Hein. Alors, pour le call step, donc le IC step, l'investisseur leader peut-il être un investisseur existant ou doit-il être un nouvel investisseur? C'est là qu'on a
un point qui a différé entre ce qui est marqué dans le Work Programme et ce qui nous a été dit par l'EIC. Ce qui est marqué dans le Work Programme, c'est juste Qualified Investor. Ce qui nous a été indiqué par l'EIC lors du webinaire qui était dédié au PCN, c'était a New Qualified Investor. Donc, on se retrouve avec deux informations contradictoires. Moi, j'ai tendance à m'appuyer sur ce qui est marqué dans le Work Programme, mais est-ce qu'il y a eu une coquille dans le Work Programme et ça va être corrigé ou pas? Je vois Emilio qui opine de la tête, a priori, c'est peut-être le cas. Donc, je partirai plutôt sur un nouvel investisseur, sachant qu'en plus, il faut que ce soit normalement un investisseur considéré comme qualifié par l'EIC et donc plutôt sur la liste d'investisseurs que l'EIC a annoncé récemment, leur Trusted Investor Network. Donc, potentiellement, votre investisseur là, il ne serait pas considéré comme qualifié. À creuser, à vérifier, on a une incertitude là-dessus. Quel serait le time to market d'un EIC Step accélérateur et accélérateur? Alors là, pour le coup, c'est très variable puisque ça dépend entre un sujet pharma et un sujet medtech. Le time to market, c'est pas le même. Entre un sujet plus globalement santé et un sujet énergie, c'est pas le même non plus. On peut imaginer que ça finance un très gros démonstrateur et qu'il y a déjà des premiers euros de chiffre à faire via le démonstrateur. Donc en tout cas, c'est pas un critère en tant que tel établi. Et je pense qu'il ne le sera jamais parce que c'est vraiment contingent d'un projet à un autre. Donc, pas simple de répondre à cette question-là. Autre question, y aura-t-il des critères de revenus pour STEP? Alors, si votre question, c'est y a-t-il déjà du chiffre d'affaires et l'activité et que ce soit un critère, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Je donnais l'exemple de la pharma. Eh ben, peut-être que vous avez besoin de votre série B et que l'espoir de faire 1 euro de chiffre d'affaires, même à l'issue de la série B, n'est pas forcément dans l'immédiat. Donc, si j'ai bien compris votre question, là aussi, ce n'est pas forcément un critère en tant que tel. Comment identifier son PCN pour étudier le timing de candidature? Vous les avez en face de vous. Vous avez une adresse générique qui est présente sur une des slides, je crois, parmi les premières slides. Tout simplement, vous envoyez un mail à l'adresse générique. Probablement, Gorka vous répondra rapidement. C'est pas probablement, c'est sûr, Gorka répond toujours rapidement. Et en fonction, ce sera Gorka ou quelqu'un d'autre qui sera amené à échanger avec vous. Autre question. Quelle visibilité sur la durée de ces financements avons-nous? Est-ce que le programme est validé jusqu'en 2027 inclus? Alors, l'EIC, ça s'inscrit dans Horizon Europe. Horizon Europe, c'est de la visibilité jusqu'à 2027. Donc, normalement, l'EIC et l'EIC Accélérateur jusqu'à 2027 et l'EIC Accélérateur STEP, il a été normalement validé en version pilote et il devrait être perduré ainsi jusqu'à 2027 également. Petite incertitude sur STEP, parce que ça a été pas mal disputé entre les États membres, etc. Mais je pense que là, c'est une version pilote que le lycée de tenter. Et normalement, ça devrait perdurer sur les 3 prochaines années. Avec quand même, juste Gorka, si tu permets, le programme de travail EIC, il est toujours pour 1 an. Oui, toujours pour 1 an. On a vraiment de la visibilité sur le lycée en tant que tel jusqu'à 2027. Voilà, donc il y aura peut-être encore des changements en 2026 sur l'EIC et sur STEP. Quel TRL minimal pour le STEP? Il n'y a pas de TRL minimal. On l'a marqué dans le tableau récapitulatif. En fait, ça va être sur la levée de fonds. On oublie le côté TRL pour STEP. Vraiment, c'est côté levée de fonds. Si vous êtes capable de faire une levée de fonds mettons que vous êtes une société dans le quantique qui génère énormément d'intérêt et qui est en train de faire une levée de fonds à 60 millions d'euros, et vous êtes à TRL 3, vous pouvez candidater à l'EIC Accélérateur STEP. Pas à l'EIC Accélérateur, mais à l'EIC Accélérateur STEP, oui, pas de question de TRL. Je pense qu'il faut compter plutôt la logique d'un développement des technos stratégiques qui rentrent dans la logique des STEP et aussi dans la logique de la levée des fonds attendus, c'est-à-dire des 50 à 150 millions. Donc, vous êtes dans une techno qui est déjà dans une logique de maturité nécessaire et par rapport à la taille, pour un go-to-market proche dans les timings attendus. Merci. Savez-vous quels sujets seront abordés dans les propositions écrites du STEP? Je pense que la question, les sujets abordés, ça va être par rapport aux points à traiter dans le dossier. Je
pense qu'on va être sur quelque chose d'assez similaire à l'EIC Accélérateur, amputé de la partie Work Package, puisque c'est du financement d'entreprise, avec certainement des choses un peu plus poussées sur la partie investissement, déploiement commercial, mais il y aura du développement à en parler en tant que tel, mais il n'y aura pas de Work Package à décrire. Quand est-ce que vous pensez que nous allons recevoir les résultats du cut-off d'octobre 2024, en décembre ou la première semaine de janvier? Janvier a priori, enfin, de ce que dit l'EIC dans leur communiqué sur les candidatures, ils ont dit les résultats du cut-off tombaient début 2025. Donc, je comprends que c'est les résultats intermédiaires, on va dire pas les résultats finaux après les oraux. Et donc, ça nous conduirait à une annonce début janvier des résultats, puisqu'après les oraux ont lieu entre le 20 et le 24, si je dis pas de bêtises, janvier, donc de manière à ce que tout le monde ait 2-3 semaines de préparation à première semaine de janvier a priori. On va prendre deux dernières questions. Concernant la question présente sur une levée bouclée en mars 2025 qui n'est plus compatible avec STEP. Alors, après je continue la question, mais c'est pas tout à fait. On était sur le l'EIC Accelerator, sauf erreur de ma part, et l'entreprise en question pensait boucler son tour de table en avril 2025. Et les propos, c'était de dire date de relève, prochaine date de relève full, c'est mars 2025, donc ça n'ira pas avec l'idée de finaliser une levée de fonds qui a priori va se terminer en avril 2025. Donc ça c'est le point. Là, on parle de STEP, mais du coup on peut quand même évoquer ce point-là. Lors de l'info-day de mardi dernier, il a été dit qu'il y aurait une relative souplesse pour les levées de fonds. On pourrait imaginer de boucler une levée de base en mars, puis un complément en juillet pour être synchro. Qu'en pensez-vous? Là on parle de STEP a priori, pas de l'EIC Accelerator. Qui veut prendre la question? Enfin, j'ai regardé rapidement le webinaire, j'ai suivi, mais pas forcément attentivement. J'ai loupé ce bout-là, mais de toute façon, on verra comment concrètement ils le mettent en œuvre. J'ai pas de. Enfin, si vous voulez y tenter, tentez-le, mais on verra. Là, on apprend comme vous en marchant sur Step. Oui, et puis après, pour une question qui est peut-être un peu plus technique, c'est est-ce que les investisseurs avec lesquels vous avez fait le tour de table, ils acceptent qu'il y ait finalement une autre levée prévue quelques mois après, et quelles seront les conditions, et est-ce qu'on serait sur la même valo? Donc ça, c'est un élément qui n'est pas forcément à régler avec l'EIC Step en tant que tel, c'est avec vos investisseurs qui vont intégrer le nouveau tour de table. Bon voilà, ça c'est un point que je soulève en aparté. Et dernière question, est-ce que nous avons un mode de financement national ou européen pour financer Seal of Excellence? Alors, le financement du Seal of Excellence, ça joue. Il y a plusieurs choses. Il y a la possibilité de bénéficier de certains services qui peuvent vous mettre en relation avec des investisseurs, etc. C'est mené avec l'équipe, par exemple, de Gilles, Eurocouty et autres. Donc ça ne donne pas automatiquement lieu à des financements, mais ça donne lieu à des occasions de rencontrer des investisseurs. Et ensuite, il y a les fonds. En fait, le Seal of Excellence donne droit aux régions d'utiliser les fonds FEDER pour financer les lauréats des Seal of Excellence dans leur région. Dans certains pays, il y a des régions qui s'en sont très fortement emparées. Je pense à l'Espagne, je pense à la Bulgarie et je crois qu'il y a la Pologne qui a fait la même chose. En France, à part, alors c'est un sujet, j'ai pas eu de réponse, c'était en cours de considération en Hauts-de-France où il y avait des financements qui étaient considérés pour les Seal of Excellence. Il y a, à ma connaissance, pas de fonds FEDER fléchés vers les Seal of Excellence. Ou après, il y a eu un cas, c'est en Pays de la Loire, il y a une société qui aurait bénéficié d'un taux plus intéressant de financement sur un financement FEDER du fait d'être lauréat dans un Seal of Excellence. Ça se fait un peu au cas par cas, il n'y a rien d'automatisé. Je vais compléter la partie Seal of Excellence car BPI France s'occupe de les suivis avec le projet INTE ici. Cette action-là est menée par Europe Enterprise Network. Il y a 8 agences en France qui reçoivent ces Seal of Excellence régionaux avec 2 missions. La première mission, c'est de les aider à identifier des fonds publics nationaux, régionaux pour essayer de pas forcément remplacer l'AIC Accelerator parce que c'est très difficile, mais essayer de booster ce qu'ils peuvent faire avec les moyens qu'ils ont au niveau région national. Nous faisons le suivi de tous les Seal of Excellence au niveau national,
presque au-delà des 70%, ils ont fait le continuum de financement avec les dispositifs nationaux. Cependant, ça reste encore ces questions de support qui passent par les FEDER, comme on dit Gorka. Bientôt, il va y avoir un appel Île-de-France pour des projets innovants dans lesquels, si vous êtes Seal of Excellence, vous crochez une caisse de plus au moment de l'évaluation, mais effectivement, il n'y a pas de fonds dédiés. Si vous êtes Seal of Excellence et vous avez été déjà contacté par la région, notez bien aussi que nous faisons des sessions de e-pitching session pour trouver des investisseurs via Equity. Ça, c'est la deuxième action que Gorka disait au départ, et que c'est l'équipe de Gilles Lecogen qui est en charge. Merci. Eh bien, je crois qu'il est temps de clôturer ce webinaire. Si jamais des questions restent en suspens, vous l'avez compris, on est à votre disposition. Il y a l'adresse mail générique du PCN. Chacun d'entre nous y avons accès. Merci à vous. Vous recevrez dans la journée un email qui peut se glisser dans les courriers indésirables, donc méfiance, regardez ça. Un email avec le lien vers le support de présentation ainsi que le lien vers le replay. Et puis, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Puis je laisse le mot de la fin à mes camarades de jeu. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire, voilà, en espérant que ça ait répondu à vos interrogations, sachant que nous, on n'a pas toutes les réponses en particulier avec le IC Accelerator Step. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si nécessaire. Et un petit commentaire de départ. Si vous pensez que vous êtes dans la cible de l'AIC Accelerator et vous êtes bénéficiaire des Sexy, d'aide à la Deep Tech, Concours Lab, Concours Innove, et surtout, si vous rentrez dans un des 5 challenges de l'année prochaine, votre candidature devient prioritaire pour les plugins. Merci, Carole. Merci à tous et à votre disposition. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.